Bienvenue au webinaire Introduction à la taxonomie européenne des bâtiments en Belgique, donné par Gilles Van Volsem. Merci beaucoup, Tania. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Merci de m'accueillir au sein du BELFA, avec qui nous entretenons des relations depuis notre création il y a un an. Voilà, je m'appelle Gilles Van Volsem. Je suis le directeur d'une association qui s'appelle le Belgian Green Building Council, que Tania a souvent du mal à prononcer parce que notre acronyme est BGBC, et donc évidemment en français, la langue a vite fourché vers un autre acronyme. Mais donc, on est une organisation qui est nouvelle en Belgique, mais qui rejoint un mouvement qui existe depuis déjà des années. Alors aujourd'hui, on rassemble en fait tous les acteurs de la chaîne de valeur, des acteurs, des représentants de la chaîne de valeur du bâtiment pour discuter d'un sujet principal, c'est le bâtiment durable. Et donc, on regarde la chaîne de valeur au sens large, donc en commençant par le financement, parce que forcément, c'est par là que commence la vie d'un bâtiment, les matériaux, les producteurs de matériaux, donc, bien entendu, les designers, bureaux d'études, architectes, consultants, les entreprises de construction, les développeurs, et puis les exploitants et ceux qui assurent la fin de vie des immeubles, des matériaux. Donc, c'était important pour nous d'avoir, vous avez le logo Belfa qui est là, c'était important pour nous d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table quand on parle de bâtiments durables, parce qu'on se rend compte qu'en Belgique, le sujet est souvent cloisonné par région, vu que les compétences liées au bâtiment sont très souvent, enfin dans la grande majorité régionale, ou par secteur. Hein, donc on sait bien que chez Mbuild, à l'UPSI et chez Belfa aussi, vous parliez de bâtiments durables, mais donc chacun parle de ce sujet avec sa vision des choses. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que il est important d'avoir un langage commun quand on parle de bâtiments durables pour être efficace ensemble. Donc c'est vraiment ça notre objectif, c'est d'amener plus d'efficacité. Alors je vous disais si on s'appelle Green Building Council, c'est qu'il y avait une volonté de marquer notre appartenance à ce réseau international qui est chapeauté par le World Green Building Council, donc qui est une ONG dans laquelle travaille une équipe. La mission de cette ONG, c'est de rassembler ou en tout cas de faire collaborer les 80 pays qui sont participants et dont les 25 en Europe. Et donc, c'était surtout ça qui nous intéressait pour la Belgique, c'était de rejoindre ce réseau européen, étant donné le nombre important de directives européennes qui vont toucher directement et indirectement le secteur du bâtiment, enfin l'écosystème du bâtiment dans les 5 prochaines années. Et donc, le World Green Building Council nous permet de collaborer avec les autres pays, mais également d'être en étroit dialogue avec les instances européennes, ce qui nous permet d'anticiper les directives et puis de pouvoir les influencer. Donc, toujours le but est d'accélérer la transition, mais de manière pragmatique. Hein, donc, de donner un retour de terrain aux dirigeants par rapport à leurs directives. Qu'on fait partie de cette organisation, mais on garde une autonomie d'action dans chaque Green Building Council. Donc, nous, on est les nouveaux venus, on était le dernier pays. Il reste le Portugal qui est en train de se créer, mais en Allemagne, c'est une équipe de 150 personnes qui travaille sous l'acronyme DGNB, qui en allemand veut dire German Green Building Council, et donc qui eux ont une certification. En Hollande, ils sont une équipe de 80 personnes. Donc voilà, c'est une organisation qui est assez importante, et donc on bénéficie de leur expérience pour pouvoir avancer assez vite sur certaines thématiques, dont la taxonomie, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, notre objectif, c'est, je le disais, accélérer la transition. Donc, on n'est pas un lieu de sensibilisation, mais plutôt un lieu où on va
rédiger ensemble des outils, donc par le marché, pour le marché. Donc, l'objectif est d'être le plus efficace possible. Et puis, deuxième mission, c'est de faire reconnaître la Belgique au niveau international. On a trop souvent tendance à aller dans les pays nordiques quand on parle de durabilité. Or, on a une expertise et des projets exemplaires en Belgique qu'on est souvent trop humble à mettre en avant. Et donc, on a également à cœur de mettre en avant toutes les initiatives qui ont lieu en Belgique. Voilà pour l'introduction du Green Building Council. Alors, on va rentrer dans le sujet, dans un sujet qui nous a principalement occupé pour notre première année, qui est la taxonomie européenne. Alors, euh, c'est une demande qui est venue de nos membres et donc une demande conjointe du secteur financier et de l'industrie, je vais dire, euh, d'avoir plus de clarté sur la taxonomie européenne. Donc, un premier point d'abord, d'où ça vient cette histoire de taxonomie? Donc, ça vient du Green Deal. Donc, vous avez certainement entendu parler du Green Deal, qui est cette stratégie européenne de rediriger les capitaux vers les activités vertueuses. Donc, c'est ça la stratégie qui est toute la philosophie derrière le Green Deal, c'est d'utiliser les finances comme levier pour ramener l'économie vers des activités qui sont plus vertueuses. Et donc, quand on voit cette image ici, on se dit que c'est simple, il suffit de changer l'aiguillage. Or, dans la réalité, on se retrouve plutôt dans un contexte comme celui-ci où les chemins sont multiples et c'est pas évident de frayer son chemin entre les activités qui sont réellement vertueuses et les activités qui prétendent l'être. Et donc, on a eu ces dernières années le gros risque de greenwashing auquel les banques font très attention parce que forcément, ils ont reçu des plaintes et des commentaires par rapport à ça, par rapport au fait de reconnaître des financements comme durables alors que c'était questionnable. Et donc la taxonomie, donc ce mot taxonomie, en fait, on l'utilise peu en français, sauf si vous êtes biologiste, mais disons que c'est le synonyme de catégorisation. C'est-à-dire qu'on va catégoriser des activités qui sont durables euh, ou pas. Et donc, l'Europe a listé tout d'abord tout un tas de secteurs qui étaient éligibles à cette taxonomie. Et donc, nous avons la chance dans l'immobilier d'être dans un secteur qui est éligible. Si on travaillait dans, enfin, vous voyez, par exemple, les jeux de hasard, l'armement, etc., ils ont beau mettre des panneaux solaires sur le toit, par la porte ou par la fenêtre, ne seront jamais considérés comme des activités durables au sens du Green Deal. Hein, donc, l'idée est d'avoir un premier filtre et donc notre secteur, donc la construction et la gestion immobilière, font partie de ces activités qui sont éligibles pour être durables, mais à condition de répondre à tout un tas de critères techniques. Hein. Alors, le premier point, c'est que il est demandé aux banques d'être transparents sur la part de leurs investissements qui sont considérés comme durables, donc c'est-à-dire comme alignés à la taxonomie, au risque de recevoir des sanctions de la Banque centrale européenne. Donc ça, c'est le changement en fait qui est en train de s'opérer pour l'instant, c'est-à-dire que les financiers ont une pression de par rapport à la transparence. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais il y a une obligation de transparence. Et donc, forcément, quand on est transparent, ben, on veut montrer des bons résultats. C'est un peu ça l'idée de la philosophie du Green Deal, c'est pour rediriger les capitaux, commençons par montrer ceux qui sont vertueux ou ceux qui ne le sont pas. Donc en obligeant cette transparence et c'est une obligation qui est suivie par la Banque centrale européenne qui a des moyens de sanction. Le problème auquel on était confronté, c'est quand on parle de bâtiments durables. Aujourd'hui, on a les deux mondes. À gauche, vous avez le monde de l'immobilier où on a tout un tas de référents quand on parle de durable. Il y a les certifications, BREEAM, WELL, DGNB.
il y a toutes les réglementations belges, il y a tous les cadres de référence comme Gros, Levels, le CREM. Donc, on est un peu perdu, noyé dans tout un tas de définitions et de frameworks qui ne sont pas, alors, qui ont tous leur raison d'être, mais qui complexifient la situation, avec de l'autre côté un secteur financier qui lui aussi a des obligations donc de transparence et qui fait face alors, voilà, on lui demande d'être transparent sur les financements immobiliers durables et face à lui, il reçoit tout un tas d'informations assez décousues. Voilà, les banquiers ne sont pas des experts techniques et donc ils ont un peu du mal à s'y perdre, à s'y retrouver, pardon, dans toutes ces définitions. C'est pour ça que l'Europe a proposé une définition claire de ce qu'elle considérait comme durable, hein, et qu'elle a développé cette taxonomie. Alors, cette taxonomie, pour toutes les activités que je vous ai montrées juste ici un peu avant, hein, donc toutes les activités ici, activités d'hébergement, art, spectacle, donc, et donc pour ce qui nous concerne l'activité de construction immobilière, pour toutes ces activités, ils ont défini des critères techniques et ces critères techniques sont divisés en plusieurs catégories et ce sont des catégories qui sont les priorités de l'Europe quand on parle de durabilité. Parce que si je devais vous demander à chacun, c'est quoi pour vous être durable, je pense qu'on aurait tous des priorités différentes. Pour certains, on va parler d'énergie, pour d'autres, on va parler des matériaux, on va parler de la pollution de l'air, du sol, de l'eau, on va parler de biodiversité. Et donc, tous ces sujets font partie de l'impact environnemental. Euh, et donc, on peut aller très loin, en fait. Mais l'Europe a défini 6 priorités, donc 6 sujets environnementaux qu'elle considère comme prioritaires pour les prochaines années. Et donc, ces 6 sujets, c'est d'une part tout ce qui est ce qu'ils appellent en fait, tout ce qui modifie le changement climatique, donc c'est-à-dire les émissions de CO2, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'adaptation au changement climatique, donc c'est-à-dire étant donné que le changement climatique est un fait, enfin, comment ça se matérialiser, comment s'adapter à ce changement climatique, comment être plus résilient. On a tous les sujets liés à l'eau en point 3. En point 4, ce sont les sujets liés aux matériaux, donc avec l'économie circulaire. En point 5, la pollution donc de l'air, de l'eau, du sol. Et en point 6, la biodiversité. Donc ça, ce sont les 6 priorités que l'Europe a définies. Et donc pour chacune de ces activités, on va avoir des critères sur ces 6 thématiques, plus ou moins, hein. Disons que on va essayer. Alors ça, c'est une première logique. Donc c'est-à-dire on va toujours avoir des critères sur les 6 thématiques. Donc c'est pas uniquement l'énergie. Ça, c'était un peu la limite quand on parle de durable dans le bâtiment. On se limite très fort à la PEB, hein, à la performance énergétique du bâtiment. Or, il y a d'autres sujets aussi qu'il faut considérer en même temps. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un bon PEB si à côté j'utilise des matériaux hyper polluants. Voilà, je vais solutionner une partie, mais en créant un autre problème, ce qui ne fait pas avancer les choses. Alors, ce que l'Europe nous dit aussi dans sa logique de la taxonomie, c'est qu'on on va avoir des critères sur les 6 thématiques, mais il y aura toujours une contribution substantielle sur une des thématiques. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs variantes. Et je vais y revenir. Donc, on va avoir plusieurs variantes. On va avoir une variante où je mets l'accent sur l'énergie, mais en même temps, le principe de do no significant harm. Donc, en même temps, je ne vais pas porter préjudice aux autres critères. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir un critère très fort sur les émissions de CO2 et des critères qui sont un peu moins exigeants sur les autres, mais néanmoins qui sont là. Ce que Febelfin nous a demandé, en fait, c'est que dans le contexte de financement de projets immobiliers, il y avait ce besoin d'arriver à une définition commune, parce que ce qu'on a constaté, c'est que les banques commençaient elles-mêmes à définir le bâtiment durable, ce qui amenait encore plus de complexité. Donc la Fédération des banques, Febelfin,
s'est rendu compte de ça. Les banques s'en sont rendues compte aussi en se disant, ben, essayons de nous aligner au moins sur une même grille de lecture. Et comme ils doivent utiliser la taxonomie pour leur reporting, ils se sont dit, ben, faisons d'une pierre deux coups. Si on peut utiliser cette taxonomie dans le cadre de nos relations pour l'octroi de crédit, pour des financements de projets, on pourra, by the way, faire notre reporting obligatoire. Et donc, Febelfin a recommandé d'utiliser la taxonomie au-delà de l'obligation de reporting. Mais donc, c'est important de le savoir, c'est que c'est pas une obligation. Donc, les banques sont obligées d'être transparents par rapport à la taxonomie, mais elles ne sont pas obligées d'utiliser ce cadre dans leur financement, dans leur approche commerciale. Chaque banque reste maître enfin, responsable de son approche commerciale, mais néanmoins, on les invite, s'ils veulent utiliser des critères durables, à utiliser ceux-là. Ne venez pas en réinventer, mais utilisez ceux-là, au moins ils sont compris par le marché et on n'est pas en train chaque fois, à chaque projet, de réinventer la roue. Concrètement, comment ça se présente? Donc la taxonomie alors c'est la Commission européenne déjà, les trucs de contribution substantielle, do no significant harm, c'est assez compliqué. Donc, ils ont essayé de simplifier le truc en nous faisant un site web. Donc, il y a le site web qui s'appelle le EU Taxonomy Compass, qui, en gros, reprend le texte légal, mais dans un format qui est plus user-friendly, et donc sous forme de site web. Et donc, ce qu'on retrouve sur ce site, si vous allez sur le site, vous allez retrouver toutes les activités liées à notre secteur, hein, construction et immobilier. Dedans, on voit qu'il y a un découpage entre différentes activités. Donc, il y a un découpage entre la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation, et puis l'acquisition et la propriété d'un bâtiment. Ce qui nous préoccupe ici en facility management, c'est l'activité de gestion de bâtiments. Ce que vous voyez, les petits plus ici derrière, ce sont tous les critères techniques en fait qu'on va pouvoir retrouver et on voit les différentes variantes. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Donc la taxonomie ne nous dit pas il y a une lecture, voilà, un bâtiment en exploitation va être durable. Enfin, il y a deux variantes qui sont possibles. Il y a la variante où on met l'accent sur l'énergie et il y a une variante où on va mettre l'accent sur la résilience. Donc on peut choisir en fonction du contexte de dire, ben oui, ce bâtiment-ci, on a surtout mis l'investissement sur sa résilience parce qu'il est dans une zone qui est en risque d'inondation, enfin on est dans une zone sensible, donc on a surtout mis nos investissements sur ce sujet-là, un peu moins sur l'énergie, mais c'est OK, c'est reconnu comme étant aligné à la taxonomie. Vous voyez aussi qu'en construction et rénovation, on peut avoir une variante économie circulaire. Typiquement, en Belgique, on a des bâtiments qui sont anciens, qui sont classés. L'urbanisme nous met des contraintes parfois par rapport voilà, au maintien des façades ou des maintiens d'éléments structurels. Donc, on a ces contraintes. Donc, du coup, on va se dire, ben, pour arriver à un niveau de PEB dans ces contraintes, ça va être compliqué. Mais par contre, comme on va maintenir un bâtiment, on va garder la structure d'un bâtiment, ben, c'est aussi durable comme élément. Et donc, on va dire, on va plutôt utiliser la variante économie circulaire en disant, ben, j'ai mis une contribution substantielle dans les matériaux, hein, j'ai investi surtout dans le côté durable des matériaux, un peu moins sur l'énergie, et donc ça, c'est reconnu aussi comme étant durable au sens de la taxonomie. Donc c'est un peu, voilà, dans le jargon, j'essaye de vous simplifier ce jargon. J'aime bien parler de variantes plutôt que de contribution substantielle parce que ça perd un peu tout le monde. Et donc voilà, vous aurez les slides et donc le texte de l'explication que je viens de vous donner. Donc c'est une variante et la variante, on peut la choisir. Ça, c'est important aussi. C'est celui qui va faire son rapport, qui va dire mon bâtiment est aligné à la taxonomie et il faudra exprimer selon quelle variante. Donc selon la variante circularité ou selon la variante énergie. Alors,
Donc ça, c'est super. On se dit top, il y a qu'à utiliser cet outil de l'Europe. Le souci, c'est que la taxonomie a été définie au niveau européen et donc applicable pour l'ensemble des pays européens. Donc, sur certains sujets, il reste assez vague. Et donc, les exigences sont peu claires, notamment en termes de preuves. Quels sont les documents probants qui vont me prouver que le critère est bien rencontré? Et puis aussi, à quel stade est-ce que je peux le donner? Hein, c'est sûr que quand on parle de financement et qu'on est sur un projet de nouvelle construction, ben, il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier. C'est encore, on est encore sur des plans. Il y a pas de, voilà. On peut par contre dire qu'on va, euh, on, on a mis dans le cahier des charges qu'on va aller dans cette direction-là. Ça peut être une preuve au moment de la conception. Et puis au niveau, dès que le bâtiment sera réceptionné, là, on pourra alors utiliser le rapport de, voilà, si je prends un exemple, le test d'étanchéité à l'air. Bon, c'est sûr que quand on est en design, on peut juste dire, ben, je l'ai mis dans mon cahier des charges, je vais faire ce test, et puis à la réception, je pourrais montrer le rapport du test. Hein. Donc voilà, ça c'était un peu important d'expliquer ça aussi au secteur financier, aux auditeurs qui ne sont pas toujours conscients des réalités du terrain. Euh, et donc, on était confronté, aujourd'hui, ceux qui utilisaient la taxonomie étaient confrontés aussi à des interprétations différentes. Vu que les sujets ne sont pas toujours bien définis, en fonction de l'auditeur, du consultant que vous avez en face de vous, vous aviez une interprétation différente. Donc, ça a amené à des discussions sans fin. Et donc, on nous a demandé de pouvoir avoir une interprétation commune et qu'on propose une référence pour éviter ces discussions sans fin sur sur les interprétations. Et donc, on a fait cet exercice ici cette année de définir une guidance, donc de nouveau rédigée par nos membres, mais pour l'ensemble du marché. C'est-à-dire que notre guidance se trouve maintenant sur notre site web. Alors, on n'est pas parti d'une feuille blanche. Comme je vous le disais, on fait partie d'un réseau international et réseau européen qui avaient déjà fait le job pour leur pays l'année passée. Et donc, on a pu s'inspirer de ce qu'ils avaient fait, reprendre un maximum de leur expérience, de leur expertise pour amener, pour la traduire en Belgique. Mais bon, vous connaissez notre contexte belge, voilà, qui n'est pas toujours évident. Donc, il y avait besoin aussi d'avoir une clarification par rapport ben, à la terminologie belge, à la réglementation belge, etc. Donc, c'est l'exercice qui a été fait. Alors, je vais vous partager, donc si vous allez sur notre site web, belgiangbc.be, vous voyez que donc on a une partie qui est pour nos membres, mais tous nos livrables sont mis à votre disposition, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et vous voyez qu'on a mis en évidence la guidance sur la taxonomie qui se présente comme ceci. Alors, il faut d'abord faire un choix pour donner le contexte. Alors, le premier contexte, c'est évidemment, est-ce que je suis dans le cadre d'une rénovation, nouvelle construction, acquisition? Donc, on retrouve les trois activités de la taxonomie. Hein, donc, ici, je dis acquisition. Ici, vous avez la variante dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc la contribution substantielle hein, sur l'adaptation au changement climatique ou sur l'énergie. Peut-être un petit mot, vous n'allez pas retrouver pour l'instant la circularité. Pourquoi? Parce que la Commission est en train de revoir ce texte-là. Et ce sera prêt pour le mois de décembre, normalement. Donc on s'est dit, on ne va pas perdre de temps à faire une guidance sur un texte qui va être complètement revu. Donc on attend que ce texte soit fait pour venir l'ajouter ici dans la guidance. Donc vous sélectionnez la variante qui vous paraît la plus pertinente pour votre bâtiment. Et puis, forcément, notre petite spécificité belge, en fonction de la région, il y a certains critères qui vont être différents. Typiquement, quand on parle de PEB, ben, le langage est différent selon qu'on est en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Donc, on a fait une guidance qui s'adapte à la région. Donc, si je prends ici, par exemple, donc une acquisition, alors peut-être qu'on devrait changer ça, c'est acquisition et ownership. Les informaticiens ont un peu raccourci le mot, mais donc c'est-à-dire c'est aussi la propriété.
vous mettez appliquer et alors vous allez avoir ici les critères qui vont apparaître. Hein. Donc on retrouve ici, ce sont les 6 priorités. Alors dans le cas, je vais prendre une nouvelle construction pour vous montrer. Donc si j'ai une nouvelle construction, j'ai bien les 6 critères qui apparaissent ici, plus le critère minimum social safeguard, donc ce critère social qui est le même pour tous. Mais donc ici, vous avez bien les 6 priorités et derrière chacune des 6 priorités, vous allez avoir différentes exigences techniques. Par exemple, ici, première exigence, c'est d'arriver au niveau moins 10% du NZEB. Hein, le NZEB, Nearly Zero Energy Building, donc c'est un concept de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous envoyez ça à votre architecte ou votre bureau d'études, il y en a qui vont se dire, c'est quoi ce bazar? Donc, en dessous, on a expliqué ce que ça voulait dire. Donc, la première chose, c'est d'expliquer, voilà, quelle est l'exigence, donc quelle est ce que demande précisément l'Europe. Donc, ça, c'est un copier-coller du texte. Et puis, en dessous, vous avez ce qu'on a appelé enfin, ça, c'est notre guidance, c'est la traduction, en fait, pour une équipe technique. Hein, donc, c'est-à-dire ici, ben, le NZEB, ben, voilà, on vous a fait une annexe dans laquelle on va vous dire les différents niveaux NZEB. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un bâtiment logistique? Qu'est-ce qui se passe si mon projet a plusieurs unités PEB? Comment est-ce que, voilà. Donc, on a essayé de répondre un peu à toutes les questions du terrain dans cette guidance. Donc, ça, c'est vraiment la guidance pour le cahier des charges pour les équipes techniques. En dessous, on a quelques liens utiles. Hein. Donc ici, on réfère, comme on a mis un projet en Wallonie, on réfère à la réglementation wallonne. Ici, on a un document qui vient soutenir la guidance. Et puis alors, on va avoir en dessous quels sont les documents probants. Quels sont les documents que je vais devoir remettre à celui qui va vérifier si mon projet, enfin si mon bâtiment répond à cette exigence. Bah, ici, dans le cadre de la PEB, bah, il faut regarder quand on est en design dans le, le PEB, dans l'évaluation PEB donc, qui est faite au moment du permis. Et puis, si on est en phase de réception, bah, là, il faut regarder le certificat PEB qui a été euh, donc qui est le document probant. Hein. On a On a fait ça parce que les consultants avaient tendance à surdocumenter toutes les missions, qu'on leur demandait à refaire des documents. Et donc, on a dit, mais non, ça n'a rien de refaire des documents si l'information existe déjà. Il suffit de réorienter vers le bon document qui existe. Donc, ici, sur la PEB, vous voyez qu'il y a des critères par rapport à la résistance, test d'étanchéité à l'air et test comment est-ce qu'on dit, test thermographique. Euh, et donc voilà, on explique un peu comment ce qui est demandé. Donc le but, c'était vraiment dans le programme requirement que on n'ait qu'à faire un copier-coller, à remettre dans le cahier des charges pour celui qui va l'exécuter. C'est vraiment ça l'idée, et qu'ici, pour les documents, qu'on soit clair sur quel document l'auditeur va devoir regarder, et donc pour celui qui doit le démontrer, quel document il doit bien garder en archive. Euh, Alors, je vous disais ici, si on parle de nouvelles constructions, il y a les 6 thématiques. Quand on est en acquisition et en gestion, il y a plus que 2 thématiques, plus la thématique sociale. Hein. Donc, c'est-à-dire que la taxonomie ne demande pas systématiquement de répondre aux 6 objectifs. Parfois, c'est plus light. Et donc ici, quand on est en propriété, on voit que l'accent est surtout mis sur la performance énergétique, donc avec une nuance entre les bâtiments plus anciens, les bâtiments plus nouveaux. Ce qui est demandé, c'est d'avoir un système de gestion de monitoring énergétique, de faire un test d'étanchéité à l'air et pour les nouveaux bâtiments, d'avoir une analyse de cycle de vie. Ça, ce sont les trucs qui sont pas qui sont pas habituels. Donc, on a rarement une analyse de cycle de vie sur les bâtiments en exploitation. Ça, c'est une contrainte qui est rajoutée. Hein. Test d'étanchéité à l'air aussi, on l'a pas toujours. Euh, donc, ce sont des contraintes qui poussent en fait les propriétaires à améliorer
leurs bâtiments. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, donc c'est aussi une étude d'évaluation du risque du bâtiment, hein. Et donc ça, souvent aussi, on ne l'a pas. Mais donc, c'est inviter le propriétaire à évaluer le risque, hein. Donc, de nouveau, évaluer le risque et prendre des mesures d'adaptation. Voilà, ça, c'est ce qui est demandé au niveau de l'exploitation. Donc, je vous laisserai lire ça à votre aise. Peut-être un petit détail pratique, parce qu'on me pose souvent la question. On a rédigé notre guidance en anglais parce que, par facilité et parce que la taxonomie est rédigée en anglais aussi. Euh, mais il y a une fonction qui est formidable. Si vous utilisez un browser comme celui que j'utilise, maintenant les traductions directes sont assez efficaces et donc il vous suffit de traduire en français et toute la guidance se traduira en français. Euh, mais donc sachez que on n'a pas traduit, on n'a pas fait de traduction officielle, hein, parce que vous savez que ça demande aussi un certain effort. Donc la version officielle reste l'anglais s'il y a un doute, mais on vous invite à utiliser les traducteurs automatiques qui sont quand même vachement performants pour l'instant et qui nous évitent de nous perdre dans des considérations administratives. Un autre détail pratique, c'est que vous avez ici plusieurs liens. Donc, on vous remet le lien vers la guidance originale, hein, européenne. On a mis un lien aussi vers un template. C'est ce qui était demandé par les banques, c'était d'avoir un tableau résumé qui soit le même pour toutes les évaluations. Donc, si vous travaillez avec des consultants, là, on a invité tous les consultants, en tout cas dans leur tableau résumé, d'utiliser le même format, hein. Donc, c'est tout simplement un Excel qui, qu'on vient de mettre et qui du coup je réalise ne fonctionne pas. Euh, je, donc je vais devoir regarder à ça, mais en gros c'est un Excel qui donne un tableau avec voilà le même format. Euh, vous avez ici, ah mais il est ici en fait. Bon bref. Euh, il y a une autre fonction aussi qu'on nous avait demandé. Certains nous ont dit, oui, on aimerait bien pouvoir avoir votre guidance en PDF pour la mettre en pièce jointe de nos cahiers des charges. Et donc, en fait, il vous suffit de faire la sélection et puis de mettre print the guidance et il vous sortira automatiquement un PDF de votre sélection. Voilà pour l'outil. Alors, dans les slides, pour ceux qui souhaitent juste lire la documentation par la suite, je vous réexplique la petite démo que je viens de vous faire. Donc, je vais passer ça assez rapidement. Ma conclusion, c'est que cette guidance, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de pouvoir comprendre quelles sont les attentes. Alors, même si aujourd'hui, les banques commencent seulement à l'utiliser, mais donc vous avez déjà un accès, vous sachez que c'est le cadre de référence qu'ils sont invités à utiliser, et donc ceux qui le comprendront auront plus de facilité dans leur discussion avec les banques, hein. Ça, c'est un premier point, donc plus de clarté, de prévisibilité. Ce qui est important, c'est la cohérence aussi. Si toutes les banques utilisent les mêmes critères, bon, on évite de devoir chaque fois essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent dire par tel et tel critère. Euh, la taxonomie a le mérite d'être quand même assez bien adaptée à notre contexte, hein. Avec des activités, on fait la distinction entre une rénovation, une nouvelle construction, l'exploitation. Donc, il y a quand même une compréhension qu'il y a plusieurs, voilà, qu'un bâtiment, voilà, c'est pas une voiture qu'on construit sur une chaîne industrielle. Chaque bâtiment est unique à son contexte et donc on va pouvoir utiliser les différentes variantes. Donc, la taxonomie a quand même ce mérite par rapport à BREEAM ou à des certifications qui sont assez coûteuses. Ici, elle a l'avantage d'être disponible gratuitement et que c'est défini, enfin, ce n'est pas une organisation privée qui est derrière, c'est la Commission européenne. Et donc, ce n'est pas payant. Euh, alors, après, chacun y voit un peu. Moi, mon point de vue, c'est que je trouve la taxonomie assez ambitieuse et néanmoins pas trop complexe. Si vous regardez le, le-
la variante la plus complète, donc qui est pour une nouvelle construction, vous avez 15 critères, ce qui me paraît euh, assez limité, suffisamment ambitieux par rapport à des BREEAM où vous avez des listes de centaines de critères à répondre avec tous les coûts de consultance qui sont liés à ça. Euh, Notre guidance, elle est en lien avec la réglementation belge, donc de nouveau, on évite de devoir créer des documents juste pour la taxonomie. C'était vraiment ça l'idée, c'est d'utiliser un maximum de ce qui existe. Et puis un outil évolutif, comme je vous le disais, la Commission continue à avancer sur le sujet. Quand ils ont lancé la taxonomie, ils ont vu que tout le monde faisait des guidances, donc ils se sont dit c'est peut-être qu'on n'est pas clair. Donc ils sont en train de travailler à plus de simplification et nous sommes avec le réseau des Green Building Council en contact avec la Commission européenne. Donc c'est au niveau de la DG FISMA que ça se passe. Et pour le secteur de l'immobilier, c'est une Belge qui s'occupe du dossier, donc qui est basée à Bruxelles, ce qui rend les choses assez pratiques. Donc on est en discussion régulièrement avec eux, avec elle et son équipe, pour ramener un retour du terrain, pour lui montrer voilà comment nous on réinterprète vos textes. Donc à la limite, voilà, on s'attend à plus de clarté par la suite. Et bon, on espère que l'objectif derrière tout ça, c'est de faciliter le financement pour accélérer la transition. Ça, c'est vraiment notre but, c'est de faciliter la relation entre le secteur financier et les acteurs du terrain pour qu'il y ait un financement dans un contexte où notre État n'a plus beaucoup de sous dans les caisses et donc c'est surtout vers le secteur financier privé qu'on va devoir se tourner pour assurer cette transition. C'est avec ça que je termine ma présentation de ce matin, mais je voulais vous laisser la possibilité de me poser des questions si vous en avez. Bonjour, moi c'est Nicolas. J'avais comme question, la banque espagnole, la Banca, a été sanctionnée. Pourquoi et sur quelle base? Donc, les banques ont une obligation de reporting. Donc, c'est une directive qui s'appelle la SFDR. Donc, c'est Sustainable Finance Disclosure Directive. Euh, euh, et donc, c'est une obligation de transparence. Donc, c'est-à-dire que les banques ont déjà des obligations de transparence, hein, comme toute entreprise. On est obligé de rendre nos comptes, donc des données financières. Mais il y a une obligation qui date maintenant de ouais, 4-5 ans vis-à-vis des banques d'être transparent sur des données non financières. Et donc, parmi ces indicateurs se trouve ce qu'ils appellent le Green Asset Ratio, donc c'est-à-dire le pourcentage de leurs actifs qui sont considérés comme durables au sens de la taxonomie. Donc, c'est un pourcentage qu'ils doivent publier. Et donc, ça fait partie de cette directive européenne SFDR qui est déjà en place depuis plusieurs années. Et bon, ben, voilà, il y a des banques qui ont suivi, qui ont respecté cette obligation, d'autres pas. Et donc, la Banque centrale européenne commence déjà à sanctionner sur cette base. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est un peu plus clair, merci. En gestion immobilière, la guidance va m'aider en gros pour quelle attestation ou pour quel objectif à atteindre. Je parle en gestion immobilière, hein, simplement. Oui. Alors, aujourd'hui, en gestion immobilière, ce que je vois, c'est si le propriétaire du bâtiment est une société cotée ou une société d'une certaine taille, elle a une obligation, elle aussi, de transparence. Donc, elle va devoir calculer ce même indicateur. Donc, ces sociétés-là vont devoir dire quel pourcentage de leur portefeuille est aligné à la taxonomie. Et donc, forcément, on va revenir vers l'exploitant pour lui demander, ben, tiens, est-ce qu'on a fait ce test d'étanchéité à l'air? Est-ce que notre niveau de PEB est conforme? Voilà, ces quelques questions qu'on a vues tout à l'heure vont être posées. Donc là, dans le cadre du reporting
non financiers au niveau de l'entreprise, donc de l'investisseur, du propriétaire. Euh, donc ça c'est ce que, oui, au niveau de l'exploitation, c'est plutôt ça qu'on regarde maintenant. Après, je pense au niveau de l'exploitation, c'est aussi important de comprendre. euh, dans une relation commerciale, en fait, donc les gens vont commencer à être attentifs sur le fait d'avoir un bâtiment qui est aligné à la taxonomie. Ça va aussi être un argument commercial, hein, dans le cadre d'une revente, dans le cadre d'une valorisation. Donc, voilà, on s'attend à ce que les choses évoluent aussi dans ce sens-là. C'est une manière de démontrer que le projet est durable et donc ça a une certaine valeur. Ça, c'est aussi un exercice qu'on commence là maintenant avec le Green Building Council. Donc, c'est un nouvel outil qu'on veut faire. C'est comment ces critères influencent la valorisation d'un bien. Donc, on va essayer un maximum de réutiliser ces critères existants. Et donc à l'avenir, on pourra se reposer sur votre site et sur votre guidance pour être aligné avec les directives, etc. Ce sera mis à jour au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, donc c'est déjà disponible, hein, donc, nous, il y a plusieurs personnes qui nous disent, ah, on a fait un outil. C'est pas vraiment un outil, c'est plutôt une référence auquel tous ceux qui doivent faire l'exercice peuvent accéder. De sorte à avoir un langage commun. Donc aujourd'hui, je vois déjà des consultants qui disent, ben voilà, je vous fais une évaluation de votre bâtiment conformément à la guidance de la taxe, à la guidance du BGDC. Pour ne pas eux-mêmes, parce que c'est ce qu'on voyait, c'est que les consultants avaient tendance à faire eux-mêmes un gros disclaimer en disant, bah ça c'est notre interprétation de la taxonomie. Donc ici, c'est un peu nous qui reprenons le disclaimer des consultants, en gros, hein, et ils peuvent se reposer sur notre guidance. Point important, c'est que si je partage l'écran, vous voyez que pour chaque élément, vous allez avoir ici un numéro de version, parce qu'on Mhm. s'attend à des modifications. Alors, ce sont soit des modifications, ici on est à la version 1.0, donc c'est la première version qui a été publiée. Dès que il y aura une modification du texte de base, on passera à une deuxième version. Entre les coups, il se peut qu'on fasse parfois des modifications parce que j'ai un retour du terrain qui me dit, ah mais là, vous n'êtes pas tout à fait clair, là, on ne comprend pas, est-ce qu'on peut avancer dans la guidance? Et donc, il y a des petites versions intermédiaires, mais voilà, qui rendent les choses plus claires, mais qui ne changent pas l'essence du contenu. Donc voilà, vous avez suivi de version qui est, je pense qu'on l'a expliqué tout en dessous. Voilà, on a un contrôle de version, hein, où on indique clairement la version 1.0, celle du 17 mars, et toutes les versions intermédiaires sont des changements mineurs, mais donc qui vous permet de suivre ça. Et donc nous, dès qu'il y a pour l'instant, on a reçu le brouillon du nouveau texte. Donc, on sait déjà qu'il y a des choses qui vont changer. On a remis nos commentaires sur ce brouillon de texte et on sait qu'ils vont le publier officiellement pour fin de l'année, ils nous ont dit. Mais c'est important d'avoir la date. C'est pour ça qu'on l'a mise clairement dans le site parce que vous allez pouvoir dire, ben, moi, je me suis conformé à la taxonomie au moment ici, au 12 juin, c'est-à-dire la version officielle telle qu'elle était au 12 juin. Hein. Et donc, il ne faut pas qu'on vous dise ensuite, ah non, vous n'êtes plus conforme parce que le texte a changé. Ben non, au moment où j'ai fait mon évaluation, j'étais conforme, donc mon, je reste, voilà, je reste conforme par rapport à la date. Ça vous permet aussi de ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci Gilles. N'hésitez pas, je vous laisse mes Voilà. coordonnées si vous voulez en savoir plus, si vous voulez participer aussi aux prochaines versions. N'hésitez pas, on est en relation avec Tania. Dès qu'on se remettra au travail, via Belfa, vous avez la possibilité aussi de participer. Donc,